Si je vous dis montagne, Altiglisse et grande école de commerce, ça vous dit quoi? Aujourd'hui, on est à Grenoble et on vous fait découvrir les coulisses des oraux PGE de GEM. Alors suivez-moi. Juste avant le Tour de France des oraux, GEM nous a ouvert ses portes à l'occasion d'un exercice plutôt atypique. Nous avons reconstitué de toutes pièces une session d'oral pour vous montrer ce qui se passe réellement derrière des portes closes. Alors quelles sont les règles du jeu? Comment réussir son oral? À quelles questions s'attendre? Eh bien on a vécu pour vous l'oral de GEM. Bonjour, bienvenue pour ce jury. Là, vous savez comment ça va fonctionner. Pendant 5 minutes, vous allez nous exposer le sujet que vous avez choisi. Ensuite, vous choisirez un des 2 membres de jury pour procéder à l'interview inversée. Vous aurez 10 minutes en tout, 9 minutes de questions et 1 minute pour synthétiser. Et puis ensuite, on aura un quart d'heure d'échange sur vos motivations et les raisons de votre présence ici. Avant toute chose, on va se présenter. Laurent Griot, je suis un des profs de géopolitique de l'équipe de GEM. J'enseigne la géopolitique et la gestion des risques géopolitiques. Et je serai le président de votre jury aujourd'hui. Karine Sebi, donc moi je suis enseignant-chercheur aussi à GEM comme Laurent. Moi, ma spécialité c'est l'énergie, je suis économiste de formation et je dirige un institut qui est dédié à cette question. On vous en prie, vous avez 5 minutes pour nous exposer votre sujet. D'accord. En 2025, Donald Trump a énoncé sa volonté de prendre le contrôle du Groenland, ce qui a révélé combien ce territoire est devenu stratégique et au cœur des rivalités entre puissances. J'ai choisi ce sujet car j'aimerais travailler dans les relations internationales et analyser les tensions qui se jouent sur ce territoire autonome du Danemark permet de mieux comprendre les logiques de pouvoir et de coopération qui structurent le monde contemporain. Ce territoire il concentre beaucoup d'opportunités, ce qui amène à l'augmentation d'intérêt des différentes puissances, notamment vis-à-vis des ressources qui sont encore peu exploitées sur ce territoire, qui pourrait être une manière pour les puissances occidentales de gagner en indépendance vis-à-vis de la Chine. Ces ressources seraient potentiellement bientôt accessibles dans un contexte de réchauffement climatique, puisque 80% du territoire du Groenland est constitué de glaciers. Et en cas de fonte de ces glaciers, on aurait accès donc à ces nouvelles ressources pour les pays qui investiraient dans leur exploitation, mais également dans le grand potentiel en hydrocarbures offshore que présente ce territoire. Le réchauffement climatique implique donc l'élaboration de nouvelles stratégies au sein de ce territoire, notamment avec également la création de la nouvelle route de l'Arctique, qui permettrait de créer une zone de passage commercial qui réduirait le temps de trajet de l'Asie jusqu'en Europe de 40% par rapport à un passage par le canal de Suez, ce qui positionnerait le Groenland comme un pivot stratégique de surveillance de ce passage commercial, mais également logistique comme hub et point de ravitaillement pour les cargos faisant la traversée du pôle Nord. Ce qui explique l'intérêt des différentes puissances d'obtenir la mainmise sur ce territoire. Parmi elles, les États-Unis étaient bien évidemment la puissance la plus visible et la plus bruyante sur ses volontés de prendre le contrôle du Groenland. Il possède déjà la base Pituffik, qui est un élément central du bouclier antimissile américain, puisque c'est géographiquement stratégique d'avoir une base ici. Ça permet d'intercepter tout missile provenant de la région eurasiatique, mais c'est également le relais des satellites américains. Les États-Unis ont déjà fait une proposition de rachat du Groenland à l'issue de la Seconde Guerre mondiale avec le président Truman, mais également en 2019 et bien évidemment le plus récent en 2025, Donald Trump qui a déclaré vouloir prendre le contrôle de manière coercitive s'il le fallait du territoire groenlandais. Ce qui a souligné les différentes tensions qui commencent à émerger au sein de l'OTAN et globalement entre les pays occidentaux et les États-Unis, puisque le Groenland est soutenu bien évidemment par le Danemark, c'est un territoire danois, mais également l'Union européenne, le Canada et la plupart des pays occidentaux. On peut donc observer que le Groenland n'est plus un territoire périphérique comme il l'était auparavant, mais bien un révélateur de tensions qui met en lumière un phénomène plus large dans lequel l'émergence de nouvelles zones de compétition dans des zones auparavant marginales du monde est un fait d'actualité. Et c'est cette réflexion mêlant stratégie, anticipation et diplomatie qui m'intéresse et dans laquelle j'aimerais m'investir à l'avenir
dans mon parcours au sein des relations internationales. Merci. Alors maintenant, vous avez 10 minutes pour interviewer l'un d'entre nous. 9 minutes de questions pendant lesquelles vous êtes totalement libre. Et 1 minute pour synthétiser ce que vous aurez tiré de cette interview inversée. Là encore, ce sera 9 minutes. Je vous laisse quelques dizaines de secondes pour déborder, mais après je vous arrête si c'est trop long. D'accord. Ok. Alors, lequel de nous deux vous voulez interviewer? J'aimerais interviewer Madame Sébus. Je vous en prie. Donc, Madame Sébus, est-ce que vous pourriez présenter en quoi consiste votre métier, s'il vous plaît? Que faites-vous actuellement? Actuellement, aujourd'hui, Oui, à ce jour. je participe à ces jurys. Ça fait bien évidemment partie des fonctions de tout prof dans des écoles de commerce, d'accueillir nos futurs étudiants. Sinon, au-delà de l'enseignement que je mène tout au long de l'année, c'est principalement de l'économie et aussi depuis cette année, j'ai de la chance d'enseigner des cours qui sont beaucoup plus en lien avec mes recherches, donc comme je l'ai dit, sur l'énergie, puisqu'on a lancé un nouveau MSc international qui s'appelle Energy Business and Climate Strategies, dans lequel d'ailleurs Laurent a le plaisir de dispenser quelques cours aussi. Sinon, le reste de mon temps s'articule à la fois sur la recherche, mais aussi j'ai pas mal de responsabilités institutionnelles au sein de GEM, puisque je dirige un institut qui s'appelle Energy, qui était anciennement la chaire Energy for Society. Et là, la mission de l'Institut, c'est de proposer une sorte de décryptage sur l'actualité, mais aussi les enjeux de la transition énergétique. Et pour cela, il faut que j'arrive à mettre en musique le pool de compétences dont on dispose au sein de GEM, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous avez regardé, mais on a plus d'une dizaine de profs permanents qui travaillent sur l'énergie. Et l'idée de l'Institut, c'est que j'arrive à mettre en valeur des recherches académiques qui font preuve de robustesse, puisque là, on vise l'excellence académique, les travaux sont publiés dans des journaux de haut rang. C'est de rendre en fait ces travaux accessibles, de les vulgariser, même si j'aime pas trop ce terme, et aussi de répondre à des préoccupations des parties prenantes. C'est pour ça qu'on a des partenaires qui nous poussent à mener des études et des recherches contemporaines qui répondent, je l'espère, aux enjeux d'aujourd'hui en matière énergétique. Et plus précisément, ce matin, par exemple, je travaillais sur un projet, le premier livrable de l'Institut, qui consiste à proposer dès cet été un livret qui s'adressera aux candidats des partis politiques pour les prochaines élections présidentielles et législatives, puis également aux médias, pour montrer en quoi la transition énergétique est un enjeu de démocratie, mais aussi économique et souverain pour la France, pour l'Europe. Et l'idée, c'est d'avoir une approche inversée. On ne va pas parler de la transition énergétique d'une manière justement barbare, mais de partir des enjeux et des préoccupations des Français. Donc là, il y a plein de sondages. Toutes les semaines, il y a des nouveaux sondages qui sortent. Donc on a matière à mettre ça en perspective. Et donc là, ce matin, je travaillais avec mon partenaire sur le premier thème qui est le pouvoir d'achat. D'accord, merci. Donc, ce qui est un petit peu au centre de vos recherches, c'est également, dans le côté transition énergétique, c'est le lien avec l'écologie, entre l'économie, l'énergie et l'écologie, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous liez l'économie avec l'écologie? Une partie significative de la population pense que c'est grâce à la transition énergétique que la France et l'Europe sera plus souveraines et répondra notamment aux enjeux de pouvoir d'achat, puisqu'on sera moins dépendant des hydrocarbures qu'on va importer, et donc on fera moins face à la volatilité des prix et aux crises énergétiques. D'accord, très bien. Et donc le coût de la transition serait compensé par le contre-coup, si je puis dire, avec ce côté souveraineté et indépendance française et européenne. Tout à fait. Même, je dirais, en tant que bonne économiste, je dirais que le coût de l'inaction c'est vraiment la pire des choses, parce que si on ne fait rien, c'est là où effectivement les prix vont fortement augmenter, on va faire face à des chocs hyper puissants et on va avoir encore plus de crises, et c'est ça qui va mettre en mal le pouvoir d'achat.
Donc c'est en mettant en place des mesures, et il en existe toute une palette qui peuvent être actionnables rapidement, d'autres qui sont malheureusement un peu plus coûteuses, hein, mais qui auront un retour d'un surinvestissement qui sera gagnant. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pensez que les politiques seraient enclins à suivre vos recommandations dans les livrets? Ça, je ne sais pas. Je l'espère, sachant que je n'ai pas la prétention d'avoir des recommandations politiques, mais là, l'objet du livret, c'est vraiment une revue de littérature, donc il existe de nombreux rapports, il existe de nombreuses agences, à commencer par l'Agence internationale de l'énergie, également l'ADEME d'ailleurs, qui est très mise à mal aujourd'hui par les politiques, qui propose des nombreux scénarios, toute une palette de mesures. L'idée, c'est justement d'essayer de digérer et de rendre ça intelligible et d'apporter en fait des éléments qui parlent aux Français et qui vont parler aux politiques, plutôt que de rester dans notre cercle d'initiés jargonneux et d'experts. Et qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir sur ce type de sujet-là? C'est que c'est une très bonne question et c'est très personnel. C'est que depuis que je suis toute petite, j'ai cru en l'écologie. J'ai été marquée par le naufrage et la marée noire de l'Erika à l'époque. J'ai été frappée de plus en plus par des catastrophes climatiques, et c'est ça qui m'amène aussi à mener ces recherches. Et puis après, un intérêt bien évidemment sur les sciences sociales, l'économie, de plus en plus la géopolitique, la géographie, je trouve que ce sont des sujets passionnants et qui permettent d'expliquer. Surtout, les économistes sont très forts pour expliquer ce qui s'est passé et très peu pour prédire ce qui va se passer. Mais ça permet en fait de prendre du recul et de voir en fait, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a fait et comment on peut s'améliorer en fait. D'accord. Je vais vous demander de synthétiser. Très bien. Vous avez 1 minute. Donc, pour synthétiser assez rapidement l'immensité de cette interview, j'aimerais souligner le fait que l'écologie est quelque chose qui vous touche particulièrement avec l'augmentation des catastrophes climatiques, ce qui vous a mené à travailler et à maintenant diriger une chaire qui a pour objectif de rendre plus accessibles les enjeux de transition écologique et leur impact sur la démocratie, l'économie et la souveraineté des États, et ce qui permet de rendre un petit peu plus actifs les Français par les sondages que vous pouvez faire et que vous prenez en compte pour ensuite les proposer des solutions dans une revue littéraire aux différents partis politiques pour vraiment essayer de faire bouger les choses. C'est ce que j'ai vraiment retenu de cette interview, c'est votre volonté d'agir et de faire agir les autres en leur expliquant comment ils pourraient faire et l'impact de leurs actions, en mêlant également écologie et économie, ce qui, de prime abord, semble assez antithétique et qui, pour autant, comme vous l'avez expliqué, est assez intrinsèquement lié. Ok, très bien, parfait. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va prendre un quart d'heure pour que vous répondiez à certaines de nos questions sur ce que vous avez dit ou pas du tout. Hein, on va se diversifier un peu. Je commence. Allez, vas-y. Alors moi, j'avais une première question. Vous vous êtes présenté en précisant que vous vouliez travailler dans le domaine des relations internationales. Comment vous voyez ça? C'est quoi pour vous? Moi, j'aimerais plus particulièrement travailler au sein des institutions européennes. Et mon objectif, c'est vraiment d'être dans ce monde de la diplomatie et d'aider, enfin c'est un peu un grand mot, d'aider, ça me donnerait un peu trop d'importance, je pense, mais de participer en tout cas au dialogue inter-États, intra-européen, mais également extra-européen, avec cette volonté de créer de participer en tout cas à cet engouement de coopération entre États, qui, je l'espère, perdurera dans l'avenir et qui est, à mon sens, particulièrement important pour faire face aux divers problèmes qu'on rencontre, que ce soit d'un point de vue conflit militaire, comme réchauffement climatique, tout ce qui s'ensuit. Ok, Je peux rebondir ou je pas? t'en prie.
Je te prends la parole. C'est vraiment en lien avec votre ambition et aussi votre exposé tout à l'heure que j'ai trouvé inspirant au sujet du Groenland. Alors, il n'y a pas de question piège, mais c'est plutôt un ressenti. Lorsque je vous ai écouté, on voit les intérêts et la puissance des États-Unis, mais à aucun moment, à part à une occurrence, vous avez parlé justement de l'Union européenne. Quel est votre regard par rapport à cet effacement ou ce retrait de l'Europe, ou pourquoi est-ce que c'est un parti pris de votre part? Dans la question sur le Groenland, précisément. Tout à fait. L'Europe a une posture un peu compliquée. On a vu plus récemment qu'ils avaient envoyé des militaires sur le territoire groenlandais pour faire comprendre aux États-Unis qu'une prise de contrôle plus coercitive, comme disait M. Donald Trump, serait impossible parce que ça relèverait d'une attaque contre tous les États de l'Union européenne, puisqu'il y a des militaires sur le territoire. Mais d'un autre côté, leur posture est assez problématique, puisque à chaque déclaration de refus d'obtempérer par rapport aux États-Unis, des droits de douane s'appliquent ou divers punitions de la part de Donald Trump s'appliquent. Et de fait, on remarque que les pays de l'Union européenne sont un petit peu réticents à vocalement s'opposer aux États-Unis. Récemment, on a pu voir que l'Espagne ou la France prenaient ce type de position concernant les conflits au Moyen-Orient. Cependant, on peut penser que si au début de cette crise du Groenland, l'Europe était un petit peu timide quant à sa réaction face aux États-Unis, actuellement, elle commence à vraiment prendre, l'Union européenne en tout cas, prendre plus de position sur la scène internationale et à s'affirmer pour essayer de gagner une indépendance un petit peu vis-à-vis une autonomie en tout cas, des décisions politiques américaines. Vous avez parlé de votre volonté de contribuer à un certain dialogue entre pays européens, mais aussi avec l'extérieur. Il y avait presque une réticence, vous avez un doute? Je n'ai pas de doute concernant... Le problème étant qu'au sein de l'Union européenne, déjà, il y a des discordances. On peut voir la montée des nationalismes et des pays, des partis eurosceptiques qui remettent un petit peu en cause le fonctionnement de l'Union européenne, même si avec le regain de cohésion face aux États-Unis, on a tendance à un petit peu oublier ce genre de parti pris de certains pays. Il reste que beaucoup de pays s'opposent à avoir une Union européenne un peu plus fédérale et un petit peu plus coopérative. Donc il faudrait déjà résoudre ce problème-là avant d'essayer d'améliorer ces relations avec les pays extérieurs, parce que comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il s'agirait de régler ces problèmes avant d'essayer de régler ceux des autres. Et au-delà de ça, l'Union européenne, sur l'échelle internationale, reste assez faible, pour l'instant en tout cas, même si elle a un grand discours et permet, surtout au niveau de l'écologie, avec ses normes, d'imposer certaines choses à l'international. Il en reste qu'en l'état, l'Union européenne reste je vais pas dire un mignon des États-Unis, mais un peu un suiveur des États-Unis, et pour l'instant ne s'impose pas sur la scène internationale, d'après moi en tout cas. Ok, très bien. Pour rester un peu sur ces sujets-là, mais plus sur une question de méthode, quand vous cherchez des informations sur toutes ces situations-là, sur ce qui se passe au Groenland ou ailleurs, votre principale source d'infos, c'est quoi? Je lis beaucoup un courrier international, le monde diplomatique, mais également je croise un petit peu avec la littérature des pays en question, surtout les États-Unis, avec The Economist, le Washington Post, tout ça, pour voir un petit peu leur opinion des choses et leur manière de présenter les choses, parce qu'on peut voir que la manière de présenter américaine ou européenne diffère grandement. Mais également en lisant, parce que je parle couramment allemand, donc je lis également les magazines allemands pour voir aussi leur posture, parce que c'est historiquement un peu plus américano-centré que la France. Donc ça permet d'avoir différents points de vue et de prendre plus de recul sur les situations pour comprendre. Je vais être un peu plus direct. Ah. Quelle place ont les réseaux sociaux dans votre... Ah oui, non. Tu m'as piqué ma question. Dans vos sources d'informations? Le problème des réseaux sociaux, c'est l'algorithme. J'ai certaines opinions politiques qui font que mon algorithme me montre uniquement ce qui va me plaire. Et de fait, je ne peux pas avoir, en me basant uniquement sur les réseaux sociaux, un avis clair et objectif sur la situation, puisque ça va me montrer seulement ce que j'ai envie de voir.
De fait, je me base pas du tout sur les réseaux sociaux. La seule personne que je suis sur les réseaux sociaux qui peut potentiellement me donner des informations, c'est Hugo Décrypte. Mais à part ça, tout ce qui est réel Instagram, etc., même des médias comme la BBC ou toutes ces choses-là, je les suis pas parce que c'est surtout pour faire polémique, pour percer sur Internet, créer un petit peu un engouement et avoir plus de profit à la fin. Donc c'est pas du tout intéressant. Quand vous travaillez pas, que vous étudiez pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Je randonne beaucoup et je fais également de l'escalade. Parce Ok. que, à mon sens, l'escalade, c'est un petit peu un sport qui résume bien mon état d'esprit et ma personnalité, qui est d'essayer de... c'est un peu une métaphore, mais d'essayer d'aller chercher toujours plus haut, de s'accrocher, de jamais lâcher et d'essayer, même quand ça nous semble un petit peu fini, on sait qu'il y a quelqu'un derrière nous qui nous assure et qu'on peut tenter le dernier saut, d'aller chercher la prise un petit peu plus loin, même si ça nous semble trop loin, parce qu'on a confiance en l'autre qui nous assure et on peut tenter de se hisser vers nos objectifs, vers le haut du mur et de se challenger toujours plus pour se surpasser. Ok. Il nous reste combien de temps? 3-4 minutes. J'ai 2-3 questions par lesquelles j'aime bien terminer. Quel est le dernier livre que vous avez lu? C'est pas très intellectuel. Non, mais c'est pas du tout le sens de la question. D'accord. C'est- C'était Harry Potter et l'Ordre du Phénix en anglais. Vous l'avez lu longtemps après l'avoir vu? Non, Vous aviez vu les films avant? j'avais lu les livres avant, parce que mes parents ne nous laissaient pas regarder les films avant d'avoir lu les livres, parce que c'est une manière de s'imaginer les personnages et de s'approprier un petit peu les œuvres. Je les avais lus en français en primaire. Et là, en anglais, je l'ai lu effectivement après avoir vu les films, parce que je parlais pas encore anglais à l'époque. Ok, très bien. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma, pas sur une plateforme? Au cinéma, Les Hauts du Hurlevent. Ah, ok. Vous en avez pensé quoi? C'était particulier. C'est-à-dire? Est-ce que vous pouvez juste expliquer? Alors, je vais passer pour... Je vais être cringe, mais ou has-been, mais je ne l'ai pas vu. Donc, de quoi s'agit-il? Parce que Laurent a l'air d'être très bien informé. Je vous en prie. Ah, c'était la question piège. Ah ben voilà. Non, c'est un petit peu une romance un peu toxique, on va dire. D'accord. Entre un peu sur la base de un mixte entre Roméo et Juliette et 50 nuances degrés. Ah, Donc, c'est bien. d'où le Ok, là, je vois. Bizarrement, je vois très bien. problème d'expliquer de quoi retourne Ok. ce film. Donc, je vois. Mais Donc, qu'est-ce que vous Ok. en avez pensé? c'était très décevant par rapport au livre, d'après moi, parce que le livre prenait plus en compte le côté torturé et toxique des personnages, des deux côtés, qui permettait de vraiment rentrer en profondeur dans le personnage, alors que là, on voyait que c'était plus pour plaire à un public plus superficiel, si on peut dire, qui s'intéressait à autre chose qu'à l'histoire derrière les personnages, à mon sens. Ok. Bon, bah, écoutez, on est à peu près au bout. Moi, j'ai une question, c'est toujours la même. Je pose à tous les étudiants en fin de jury. Et cette question, c'est: avez-vous une question Parce que j'ai une question. à propos, je sais pas, de l'école, du cursus, de ce que vous pouvez trouver ici, je vous en prie. J'ai effectivement une question. Est-ce qu'il est possible de faire le parcours Géolab en English Track? Dans l'état actuel des choses, malheureusement, non. On fait 60 heures de cours, mais pour l'instant, ça n'est qu'en français et je pense pas que ce soit prévu à court terme. Donc le parcours Géolab va perdurer, ça y a pas le moindre doute. On continuera d'avoir une bonne dose de géopolitique en première année, mais ce sera en français, en tout cas pour l'instant. D'accord. Je vous remercie. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous l'aurez compris, un seul mot d'ordre pour vos oraux, soyez vous-même. C'est sur ces bonnes paroles que notre journée à GEM s'achève. Alors vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour réussir votre oral. Alors bonne chance à tous et à bientôt pour d'autres simulations d'oraux. Abonnez-vous!